Salut Martine Delvaux. Salut. Ça va bien? Ça va bien et toi? Je suis très heureux d'avoir cette opportunité de discuter avec toi, avec Océane dans ton loft. Dans mon loft, oui, avec mon lit à côté, les rideaux fermés à cause du contre-jour, oui. On a magouillé quelque chose. Donc t'es situé à côté du Mont-Royal. Eh oui, c'est vrai, au pied du Mont-Royal. Ouais. Donc oui, on est là ici pour parler un peu de ton livre qui va sortir en septembre, si il me semble, c'est ça, c'est en septembre, qui donc est Pompière et pyromane. Oui. Alors, quel est le lien entre le feu et les femmes? Aïe, aïe, aïe. Il me semble, c'est drôle, le feu et les femmes. De tout temps, il me semble que moi, dans l'éducation que j'ai reçue, si je repense à mes cours, à l'époque, on étudiait ça, aujourd'hui, on l'étudie plus, mais mes cours sur l'imaginaire, la mythologie, le feu était une affaire d'hommes. On parle de héros solaires, on parle de Prométhée. Donc, le feu appartenait aux hommes. Et en pensant, au réchauffement climatique, moi, j'ai une fille qui vient d'avoir 18 ans. J'ai publié il y a quelques années Le Monde est à toi alors qu'elle avait 14 ans. On m'a demandé, mes éditrices m'ont proposé de faire une suite au Monde est à toi. Et autant Le Monde est à toi était une sorte de leçon de transmission féministe, une lettre d'amour, plutôt lumineuse, je dirais peut-être plus de l'ordre du feu, comment je pourrais dire, pur. Là, tout d'un coup, je me disais comment je vais parler à ma fille qui a 18 ans, dont l'horizon est si sombre. Qu'est-ce que je peux lui dire aujourd'hui? Comment je peux parler à cet enfant-là aujourd'hui? Et à partir de la question du réchauffement climatique, je me suis mise à penser à l'image du feu, et donc à cette figure du feu, et à la creuser, à la traquer, à la voir partout, et à imaginer quel était le lien entre les femmes et le feu. Et je suis retournée à La Route de Cormac McCarthy, donc ce roman qui a connu un succès immense et qui a été peut-être un des premiers romans des dernières années, nous permettant de sentir même dans notre chair ce qu'allait devenir cette fin du monde, si on veut. Et en le relisant, je me suis rendu compte qu'il y avait cette question du donner le feu, du porter le feu, donner le feu, et l'espoir était là-dedans. Et je me disais, il faut que je donne le feu à ma fille. Et donc, de feu en feu, j'ai retracé les sorcières, Jeanne d'Arc, donc les femmes mises sur les bûchers. J'ai essayé de penser à cette figure de la pompière pyromane. Habituellement, on parle de pompier pyromane, puisque il y a beaucoup plus de pompiers masculins que de pompières. Et cette question du pompier pyromane, c'est une sorte de maladie mentale. En fait, c'est vouloir mettre le feu pour arriver en premier, comme en tant que pompier, et l'éteindre. Et donc, j'ai voulu essayer de penser tout ça de manière un peu déconstruite, un peu en vrac, de fragment en fragment, pour, au fond, transmettre le feu. Ne pas perdre le feu du militantisme malgré ce feu qui nous habite. Enfin là, on est ici, mais il fait 50 degrés en Colombie-Britannique. Ici, il fait très très chaud. Donc on est dans une chaleur qui est déjà là. La fin du monde, on est dedans. Et je voulais écrire à partir de là. Et tu as utilisé le mot fragment, et c'est vraiment l'impression qu'on en a. C'est une sorte de fil de pensée, de réflexion. Est-ce que c'était volontaire de vraiment nous amener dans tes réflexions de cette façon-là? J'écris tout le temps du fragment. Enfin, c'est quelque chose qu'on oublie, peut-être parce qu'il y a des livres qui sont plus narratifs, où il y a un fil narratif, mais je travaille tout le temps le fragment. Donc, depuis le premier livre, qui d'ailleurs portait sur la grossesse, donc qui ressemblait peut-être à des fragments plus barthésiens, si on veut. Je travaille tout le temps par petites touches, et les fragments sont plus ou moins longs. Mais de manière générale, il y a un fil qui traverse le livre, et il y a une sorte de corde à linge à laquelle s'accrochent les fragments, et donc je raconte une histoire. La spécificité de Pompière pyromane, c'est que au fond, il n'y a pas d'histoire. Oui, il y en a une qui se construit dans notre tête, j'espère, quand on lit le livre, mais les fragments sont plus comme des vignettes, presque comme des tableaux, et ils sont parfaitement dissociés les uns des autres. Donc, en fait, l'objectif, c'était que chaque fragment existe seul, et qu'après, l'ensemble des fragments compose un livre, et qu'au bout de la lecture de ces fragments isolés, on arrive à saisir le sens de ce que j'essayais de transmettre, si on veut. Mais le travail du fragment dans Pompière et pyromane est différent. Je pense que c'est la première fois que je le travaille de cette façon-là. Je voulais vraiment que chaque fragment se tienne tout seul. Oui, c'est plus segmenté que le Boys Club. Oui, absolument, ouais. C'est ça, j'ai aussi remarqué que c'était assez décousu, un peu à l'image du feu, qui se propage de foyer en foyer. Ouais, tout à fait. Mais du coup, Martine, pour résumer un peu, comme tu l'as dit avant, c'est vraiment cette idée de transmettre la flamme à ta fille,
Et l'expression pompière pyromane, c'est un peu un oxymore au début. Ben Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est quand même curieux. Oui, c'est une impossibilité, en fait, pompière pyromane. Mais au fond, c'est être pompière, éteindre des feux, être pyromane, semer des feux, partir des feux. Mais dans tous les cas, c'est jouer avec le feu, s'amuser avec le feu, puis en même temps, être dans l'urgence du feu. Parce que le pompier, la pompière, c'est la personne qui vient éteindre le feu de manière urgente. Donc, il y a ce geste-là, je crois, dans mon livre, il y a cet élan qui a à voir avec l'urgence. Et s'il y a il y a un truc, il y a beaucoup de choses dans ce livre-là qui m'ont traversé. Je suis très, très proche des jeunes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai dit oui à ton invitation. J'aime les jeunes. Ma fille a 18 ans. Là, on a été très peu entourés à cause de la pandémie, mais j'aime les accueillir chez nous. J'aime qu'ils soient là. J'aime les entendre. On casse beaucoup de sucre sur le dos des jeunes personnes. Et ça me rend folle. Enfin, je trouve vraiment que là, on est dans la fausseté. Et il y a des choses qui sont dites qui sont absolument fausses. Donc, quand on dit de votre génération que vous êtes pas politisé, par exemple, je crois que c'est complètement l'inverse. Moi, ce que je vois, c'est tout à fait le contraire. Quand des chroniqueurs de droite, par exemple, vont taxer d'enfants rois des jeunes qui souffrent d'anxiété, pour moi, c'est pas ça qui se passe. C'est que c'est ce que j'ai écrit dans le livre, c'est que la gâchette est sur leur tempe. Donc, forcément, il y a de l'anxiété. Mais cette anxiété-là, j'avais envie d'en parler pour y trouver aussi la source du feu, pour voir là-dedans comment on peut s'en servir pour se mobiliser. Donc, je voulais être avec vous, si on veut. Je voulais pas parler de vous, mais être avec vous. Donc, être avec Élie, évidemment, c'est à elle que je m'adresse, mais Élie, c'est pas la seule à qui je parle dans Le Monde est à toi non plus. C'était pas à elle que je parlais nécessairement. Je parlais à elle, aux autres à travers elle. Donc, c'est la même chose dans Pompière et Pyromane. Je parle d'elle parce que j'ai commencé à écrire, elle était à la veille de ses 18 ans et j'ai fini, elle les avait eus. Et qu'on a traversé la pandémie et qu'on se retrouve, encore une fois, devant la chaleur de l'été, encore pire que celle des années précédentes. Mais je m'adresse à tout le monde et je voulais être avec votre génération, de votre côté. Au fond, c'est ça, ce livre-là. Et dans cette génération, Océane, elle a créé un blog qui s'appelle First Ink Drop. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je le connaissais pas, moi. Je viens de le rendre public, en fait. Non, c'est un blog que j'ai sorti toutes les deux, vous avez vraiment ce point commun d'avoir le féminisme dans votre cœur. Oui, ça fait partie de ma génération. Oui. C'est très important dans ma génération et de façon plus importante dans mes études. J'ai l'impression que les études littéraires, dès que je suis arrivée dans cet univers, ça a été particulièrement féministe, engagé. Pour la communauté LGBT, c'était vraiment, je me suis rendu compte que c'était deux mondes entre la science politique ou la littérature. C'était assez surprenant. Donc, voilà. Ouais. C'est ça. Et sur ton blog, on peut retrouver des segments qui sont assez fragmentés, des sortes de poèmes, des sortes d'histoires. Donc oui, c'est vrai que le fragment est toujours très très intéressant à travailler. Je trouve fascinant. Je me demande si on peut pas penser aussi que le fragment est une des armes du féminisme. Tu sais, on dit que le fragment. Enfin, j'avais entendu une poète il y a très longtemps qui disait si j'ai écrit de la poésie, c'est parce que j'ai été une mère, j'avais peu de temps, j'avais plein de tâches à faire et le poème se travaillait dans sa brièveté. Enfin, il y avait un travail de la brièveté. Et je me souviens que mon directeur de thèse, donc là on parle d'il y a 30 ans, m'avait dit il faut vraiment travailler sur les formes brèves. En tant que professeur, ça nous permet de faire des choses avec les étudiants. Et c'est vrai que il y a quelque chose dans la brièveté, il y a quelque chose dans l'usage du fragment qui correspond au temps des femmes. Mais là, je dis temps des femmes, pour moi, femmes, ça inclut les personnes qui ne sont pas majoritaires en termes de pouvoir dans la société et qui en arrachent. Donc, quand on en arrache parce qu'on a moins de temps, on va investir des formes qui sont peut-être plus rapides, qui nous sollicitent moins longtemps. On n'a pas ce luxe de pouvoir écrire pendant des heures et des heures et des heures et des heures à l'infini. Donc, on peut écrire des petits morceaux et les retravailler, les ciseler comme des sortes de diamants. Et je me demande s'il n'y a pas là quelque chose à creuser d'un point de vue féministe, parce que le fragment est souvent associé à Barthes, bien sûr, à Blanchot, à des grands philosophes qui sont des hommes blancs et qui ont traversé des trucs difficiles, il y a pas de souci, mais qui avaient un autre rapport à la temporalité, sûrement un rapport différent que celui que nous on a en tant que femmes. Non, je suis totalement d'accord. Et pour en revenir sur Pompière et Pyromane, est-ce que tu penses que Thelma et Louise sont des pompières pyromanes? Ouais, je pense que oui. Je pense que là il y a quelque chose de la pompière pyromane chez Thelma et Louise. Ouais, tout à fait. Je les cite, enfin, je parle très rapidement de
de ce film-là qui m'habite depuis que je l'ai vu à 20 ans. Mais oui, il y a quelque chose de la pompière pyromane chez elle. Et peut-être que toutes les féministes que j'ai lues, que le féminisme de manière, dans son essence, est un geste de pompière pyromane. Ouais, tout à fait. Et le point de départ de ce livre, c'est un truc que j'avais vu. Bon, je l'ai mis en exergue du livre, mais je surfais sur Facebook et puis je suis tombée j'étais dans une conversation. Enfin, je lisais une conversation et dedans, quelqu'un parlait de moi et disait à mon sujet, « Ah, mon Dieu, elle me donne l'impression d'une pompière pyromane. » Et en fait, ça devait être une insulte. Enfin, je sais pas. Mais moi, je l'ai pas pris comme une insulte. Je me suis dit, ah, mais c'est intéressant, ça. Et je l'ai pris comme une invitation. Et je me suis dit, ah, pompière pyromane, moi, ça me plaît, ça, pompière pyromane. Alors, d'habitude, pompière pyromane, ou pompier pyromane, on va le dire aussi des politiciens, par exemple. Hein? Donc, c'est comme wag the dog. On cause un problème, on crée un problème pour pouvoir ensuite le solutionner et là, donner bonne impression en tant que politicien. Et je me disais, mais moi, donc, on m'accusait de partir un feu pour ensuite essayer de l'éteindre. Mais je trouvais que c'était pas mal en tant que féministe. C'est vrai qu'on allume des feux, mais les feux doivent être allumés. Ce sont pas des feux qu'on allume par caprice. C'est parce que si on les allume pas, il y a plein de choses qui ne se diront pas, il y a plein de choses qui ne se verront pas. Et donc, les féministes allument des feux pour ensuite peut-être même pas les éteindre, mais les garder allumés aussi, pour qu'on n'oublie pas que ces problèmes, ces questions sont importantes. Et justement, en parlant de ces feux que tu allumes, il y a à peu près un mois, tu as publié sur Instagram, tu as parlé du pretty privilege, du privilège de beauté. Ouais. Et j'ai l'impression que dans notre génération, il est de plus en plus présent avec les réseaux sociaux, évidemment. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a une porte de sortie à ça? Je sais pas s'il y a une porte de sortie, mais il y a... il me semble qu'il y a une plus grande conscience, justement, chez les gens de votre génération, que ce genre de choses ne se disait pas quand moi j'avais 20 ans. Personne ne parlait de ça, personne ne parlait de privilège de manière générale, mais encore moins du privilège de la beauté. On parlait pas du privilège de la blancheur, ou en tout cas de manière très isolée, mais personne, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des principes, des notions qui circulent plus librement. Donc, est-ce qu'il y a une porte de sortie? J'espère que oui, si ce n'est que dans la représentation diversifiée de la population. Hier, je regardais un film avec ma fille, Moxie, et bon, on peut tout le temps déconstruire, on peut tout le temps faire des reproches aux objets culturels, hein, il n'y a pas de souci. Mais d'emblée, il y a une diversité. Il y avait une diversité de corps, une diversité de couleurs de peau, de manière de parler, de manière d'habiter le monde. Mais cette diversité, elle n'était pas là il y a 5 ans même. Donc, moi, je vois de l'espoir là-dedans, dans cette plus grande diversité. Est-ce que tu penses que c'est aussi une notion qui va être utilisée pour monter les femmes les unes contre les autres? C'est toujours le risque, hein. Ouais. Et est-ce qu'on peut, je sais pas si on peut échapper à ça, mais on peut certainement... La demande qui est faite, je crois, c'est que les femmes qui sont en position de privilège, et je m'inclus là-dedans, évidemment, prof d'université, blanche, c'est à nous de courir le risque. Donc, c'est à nous de faire les pyromanes, c'est à nous de nous mettre en péril. Et hier, quand je regardais Moxie, et au centre, on a encore une jeune femme blanche, qui est, privilégiée de classe moyenne. Enfin, elle n'est pas ultra privilégiée, mais elle est privilégiée. Et tout le long, je disais, mais allez, white girl, allez! Fais-le, dis-le, mets-toi en risque, prends-la à la place. Et au fond, le film raconte ça. À la fin, elle se met en danger. Bon, elle en sort gagnante, si on veut. Mais il reste que c'est une leçon. La leçon, c'est, si tu es une jeune femme blanche, tu dois prendre le risque. C'est ta job de le faire. C'est pas aux autres qui sont moins privilégiés de toujours se mettre en péril. Et donc, il y a cette opposition dans le film entre la jeune fille noire qui arrive à l'école, qui est nouvelle, et puis cette fille blanche qui est là depuis tout le temps, et au fond, qui se cache pendant un certain temps jusqu'à ce qu'à la fin du film, elle se montre. Oui, mais c'est quand même, il me semble, la jeune fille noire qui va commencer à se révolter au début. Absolument. C'est elle qui prend tous les risques. Ouais. Et... bon, est-ce que le film est très clair dans cette leçon-là? Je sais pas, mais moi, c'est la leçon que je voulais qu'on en retire, ouais. Et quand je t'écoute parler, Martine, je sens que avec beaucoup de passion, tu te nourris de films, d'influences, de littérature. On voit derrière toi ta bibliothèque qui prend le mur entier. Ouais. Oui, mais absolument. Mais je pense que comme tous les littéraires, la littérature, elle est au centre. Avec le temps, j'ai toujours été une télévore, j'ai toujours été une grande consommatrice de culture populaire. Ceci dit, on a une mini-télé, tout le monde nous dit qu'elle est minuscule, et puis on n'a pas le câble. Donc, hein, on est vraiment plus sur la télé par contournement, là, les plateformes numériques.
Mais je consomme énormément de séries, de cinéma. D'une part parce que je suis amoureuse de ces formes-là médiatiques, mais parce que c'est le contenu culturel qu'on partage. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que je partage avec tout le monde. J'ai pas envie d'être dans la tour d'ivoire. J'ai pas envie d'être la lectrice du roman un peu mystérieux que personne connaît pour ensuite pouvoir le sortir comme une sorte de Joker qui montre à quel point je suis donc intellectuelle. Ça m'intéresse pas, cette position-là. La posture qui est la mienne, c'est je suis comme tout le monde. Je dis tout le temps à mes étudiants, j'ai fait ma thèse de doctorat en écoutant Oprah Winfrey tous les après-midi, en écoutant des soaps américains, en écoutant vraiment des trucs. Et c'est vieux en moi, c'est très ancien. Je me suis nourrie de ça. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose là à investir. C'est une chose qui me fait hurler, c'est le regard que certains universitaires peuvent poser sur la culture populaire comme n'étant pas à la hauteur du travail que nous, on peut faire, alors que pour moi, c'est tout le contraire. C'est vraiment là que le travail doit se faire. Parce que, par exemple, tu viens de mentionner Oprah Winfrey. Ouais. On sent vraiment une influence très importante du monde anglophone. Ouais. Parce que aujourd'hui, tu as 53 ans. 52. Excuse-moi. Et du coup, tu as été à l'université aux États-Unis au Michigan. Au Michigan, exactement. Ouais. C'est ça. Ouais. Ben, moi, je suis ontarienne, en fait. Je suis pas québécoise, mes parents le sont, mais moi, j'ai grandi en Ontario. Et donc, j'ai fait toute mon éducation dans un milieu anglophone, et après, je suis partie faire mon doctorat aux États-Unis. Et ce que les gens ne savent pas trop, moi, je le savais pas. Enfin, moi, je le savais certainement pas. C'est qu'en allant là-bas, j'y allais comme pour faire mon doctorat, mais on m'a donné un travail comme assistante, comme TA, donc je donnais des cours de français. Et pendant la première semaine, après notre arrivée, on était en formation, et dès que j'ai ouvert la bouche, on m'a reproché mon accent québécois, on m'a reproché le vocabulaire, parce qu'au fond, ce qu'on voulait m'entendre enseigner, c'était le français hexagonal. Mais moi, je m'y attendais pas du tout. Là, j'ai été prise de court. Enfin, là, je suis vraiment tombée. Et ça a été très douloureux parce que, en plus, je parle pas un québécois particulièrement typé. Enfin, j'étais quand même dans un français plutôt neutre, malgré tout. Mais ma réaction, ça a été, d'une part, j'ai quand même neutralisé encore plus la langue que je parlais, mais j'ai surtout insisté pour parler anglais. Donc, à l'extérieur des cours que moi j'enseignais, je parlais seulement anglais et j'ai investi la culture anglophone complètement. Je suis devenue parfaitement bilingue. J'ai commencé à écrire. Le premier roman non publié a été écrit en anglais. Enfin, j'étais vraiment prête à faire ma vie, d'ailleurs, aux États-Unis. Je suis revenue au Québec un peu par hasard parce qu'il y a eu un poste. J'ai postulé, je l'ai eu, je suis revenue. Mais j'étais en Angleterre à ce moment-là. J'avais eu un poste dans le sud de l'Angleterre. Et je comptais m'installer aux États-Unis, vraiment. C'était là que j'allais faire ma vie. Et donc, j'ai eu un poste ici. J'ai pas eu un poste dans un département de littérature française. J'ai bien eu un poste en études littéraires. Donc, c'est autre chose aussi. C'est que on n'enseigne pas les textes, la littérature canonique. Je suis pas arrivée avec dans le front littérature française de telle époque, et c'est ça que j'allais représenter. Je pouvais représenter les corpus qui m'intéressaient. Et donc, j'ai beaucoup enseigné de littérature américaine au fil du temps. Mais je fonctionnais par problématique. Et donc, j'avais cette liberté-là. Ça me permettait de justement rester dans mon amour pour la langue anglaise. Oui, et ça, on le ressent beaucoup, mais tu vas quand même avoir des références françaises, notamment dans Mon père est pyromane. Tu vas parler de Jeanne d'Arc et du film Le portrait de la jeune fille en feu, qui est très français et qui, j'ai trouvé le titre parfait, du coup. Le film de Anne Fontaine. Non, c'est Céline Sciamma. Céline Sciamma, ok. Oui. Non, tout à fait. Et puis, comment je peux dire, à l'UQAM, j'enseigne des corpus américains, des corpus français, beaucoup plus que des corpus québécois. Donc, je connais beaucoup mieux, en fait, la littérature française de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui que la littérature québécoise, que mes contemporains, parce que c'est vraiment, c'est ce que j'ai investi dans la thèse et j'ai continué à creuser ce sillon. Mais il y a toujours eu en parallèle la France et les États-Unis. Moi, je les ai jamais séparés. Et j'ai toujours défendu les États-Unis. Bon, après, quand Trump était au pouvoir, c'était un peu plus difficile. Mais en fait, je pense que je les défendais quand même parce que il y a eu une manière de caricaturer les États-Unis qu'on entend peut-être moins aujourd'hui, mais qu'on a beaucoup entendu, et moi, on me l'a beaucoup servi. Mais ayant vécu là suffisamment longtemps, je sais combien c'est compliqué.
Et je sais combien les gens qui se battent, qui sont de gauche, qui se battent pour les droits civiques, qui se battent pour la santé publique, enfin bon, c'est énorme. Et ça, je suis toujours restée fidèle à ça. Et j'aimerais bien parler un peu de ton livre de Le Boys Club, parce qu'il a fait beaucoup de bruit, j'ai l'impression. Et du coup, moi, je suis coprésidente d'une sororité de l'Université de Montréal. Ah oui! Et ça m'a fait rire un peu, parce qu'il y a le Boys Club, et puis je représente un peu l'opposé. Ouais. Du coup, quelle est ton opinion sur les sororités qui sont un peu... c'est ça, est-ce que c'est une sorte d'exclusion aussi, du coup? Mais c'est quoi une sororité? En fait, qu'est-ce que vous faites? Une sororité, c'est un regroupement de femmes. C'est un groupe non mixte? Exactement. Et on a plusieurs valeurs qui sont l'excellence académique. Ouais. Donc, on va vraiment aider les membres de la sororité à exceller dans leur parcours universitaire. La vie sociale aussi, on fait beaucoup de rencontres avec les autres fraternités et sororités. Et le bénévolat. Voilà, c'est vraiment nos valeurs primordiales. Et oui. Si je peux rajouter quelque chose sur ton blog, récemment, tu as écrit qu'il n'y a pas de féminisme sans sororité. Ah, c'est vrai, j'ai écrit ça. Oui. Ben oui, mais je pense que c'est vrai. Le féminisme est né de ce rapport à l'autre femme, hein? Et c'est un combat permanent, je pense, qu'on a entre ce qu'on nous sert dans le biberon, qui est il faut se méfier de l'autre femme parce qu'elle est une menace et qu'on va perdre devant elle. Enfin, elle va prendre notre place. Et puis, le pendant inverse qui est, il faut absolument être du côté de l'autre femme, c'est ça le féminisme. Ouais. Mais pour revenir à ta question, je pense que je suis pas contre la non-mixité quand elle est celle de groupes qui sont dominés. C'est-à-dire, il y a une différence. Le Boys Club, c'est de la non-mixité de gens privilégiés. Donc, c'est pas du tout le même type de non-mixité. Quand des femmes se retrouvent en non-mixité, quand des personnes gays, quand des personnes noires, quand des personnes handicapées, enfin, la non-mixité est importante. C'est un lieu de mobilisation. C'est un lieu où on peut penser des stratégies pour se révolter. On le voit dans Moxie, hein, quand les filles se regroupent, elles vont trouver des idées, des stratégies pour diffuser leurs idées. J'aime bien ce que Mary-Louise Pratt expliquait par rapport aux espaces sécuritaires. Bon, ça aussi, on en a beaucoup entendu parler dans les derniers mois, dernières années. Donc, cette idée des safe space. Mais ce qu'on oublie, parce que les gens ne savent pas en général qu'elle a écrit là-dessus, mais les espaces sécuritaires, c'était des espaces de non-mixité pour que les gens refassent leur force pour ensuite retourner dans ce qu'elle appelait la contact zone. Et la contact zone, c'était le lieu où on est en altercation, où on est en contact les uns avec les autres, hormis nos généalogies d'oppression, hormis notre historique d'oppression. Alors, quand on est en espace sécuritaire, quand on est en non-mixité, c'est qu'on partage les unes avec les autres ou les uns avec les autres un héritage d'oppression. C'est là que ça devient intéressant. Et cet héritage d'oppression partagée permet, en non-mixité, de laisser tomber les boucliers, de laisser tomber l'armure, de partager des expériences de violence, de se mettre à découvert, alors que quand on retourne dans la contact zone, dans la zone de contact, on doit être un peu à la guerre ou dans un mode de guerrière. Et donc, moi, j'aime bien l'idée d'un espace sécuritaire comme un lieu où on peut aussi se reposer ou se déposer, ne pas être aussi méfiant. Donc, ouais, moi, je suis complètement pour les espaces sécuritaires. Je pense qu'ils sont importants, mais pas comme ce qu'on dit dans les médias, enfin, ce qu'on a entendu, pas comme des lieux où, j'aime bien le mot en anglais, le cuddle, où on s'occupe des gens, puis on les protège de tout. C'est pas ça du tout. C'est qu'on se refait des forces pour ensuite retourner dans la zone de contact. Oui, je pense que c'est aussi une façon d'apprendre des expériences des autres femmes, parce que des fois, partager les traumas qu'on a pu vivre en non-mixité, on a peur de comment les gens vont réagir, de la façon dont on va être accueilli. Ouais. Et c'est les groupes de conscience féministes des années 70, c'était ça, hein? Et c'est comme ça que le féminisme est né. Enfin, ce féminisme militant des années 70, avec tout ce que ça a pu donner comme sex liberation, pour vrai, là, c'est très différent de ce que les suffragettes ont fait au début du siècle, mais c'est parti de ces groupes de conscience, où justement des femmes, par exemple, victimes de violences conjugales, ne parlaient jamais de ce qu'elles vivaient chez elles, parce que le privé n'était pas politique, était privé, et le privé est devenu politique à ce moment-là. Ouais. J'ai vu que t'écoutes du Lana Del Rey et du Charlotte Gainsbourg. Ah, ouais, mais ça fait un bout, là, que je les ai pas écoutés, mais oui, je les ai beaucoup écoutés. Ouais. Souvent, quand j'écris un livre, j'ai une playlist qui tourne tout le temps, les mêmes chansons. Thelma, Louise et moi, c'était Lana Del Rey, d'ailleurs, que j'écoutais en boucle.
Mais pour Pompière et Pyromane, j'avais pas de playlist. J'avais pas de chanson. J'ai écrit dans le silence. Quel album de Lana? Je pense que c'était Born to Die. La grande... Ok. Ouais, je crois. Ok. Ouais. Et récemment, tu t'es aussi prononcé sur le terme féministe radical. Donc, on t'a qualifié de féministe radicale et c'est un terme que tu as accepté. Ouais, qui me fait beaucoup rire parce qu'à chaque fois, là aussi, c'est une insulte. En fait, on aime bien m'insulter. Donc féministe radicale, ça a été utilisé contre moi, à de nombreuses reprises, toujours par les mêmes personnes. Plutôt par les mêmes personnes, mais oui, on s'en sert comme une insulte pour essayer de laisser entendre que je vais trop loin, et à ça, on s'accroche les mots hystériques, déjantés. Et pour moi, la radicalité, c'est plutôt une qualité. Et fait que d'une part, c'est un qualificatif que j'adopte volontiers. J'aime bien être une féministe radicale. Soyons radicales. Donc, et radicales, retournons à la racine des choses. Tenons-nous-en à l'essence des choses, donc à l'essence de ce que c'est qu'être féministe. Et puis, par ailleurs, j'ai toujours envie, et je le dis, je pense qu'ils n'ont pas idée de ce que c'est la radicalité. C'est-à-dire, si moi, je suis considérée comme une féministe radicale, alors ils n'ont pas idée de ce dont on est capable. Parce que si j'étais vraiment radicale, ce serait vraiment beaucoup plus grave. Donc, j'ai toujours envie de les menacer, en fait, en retour et de dire, vous me taxez de radicale, attendez le jour où je serai vraiment radicale. Et on se permet peu, comme femme, on se permet pas d'aller dans ces images-là. Qu'est-ce que j'ai vu un truc récemment? Ah, mais c'est Handmaid's Tale, c'est ça? Oui. Donc, dans la dernière saison qui vient de sortir, là, de La Servante écarlate, dans le dernier épisode, il y a quand même un lynchage. Et ces femmes qui ont toutes été violées parce qu'elles étaient servantes sous le régime de Gilead, on est dans l'univers de Margaret Atwood, elles ont toutes été violées parce qu'on les a forcées à être des vaisseaux de reproduction, des utérus d'abord et avant tout. Et elles lynchent un des commandeurs, donc un des hauts gradés de cette organisation-là. Et j'ai été fascinée qu'on montre ça, qu'enfin on le montre. Il y a des films, évidemment, de Rape and Revenge, Thelma Louise en étant un d'ailleurs, mais où on voit des femmes se battre, pour chasser un homme, mais là, c'était le collectif. C'était justement une sororité de femmes qui, tout d'un coup, renverse le petit chaperon rouge, on jette le commandeur dans une forêt et l'héroïne lui dit « Cours ». Allez, cours! Et elle se met à le pourchasser et puis elle le lynche. Et à la fin, on voit le visage de June, donc l'héroïne de la série, son visage est couvert de sang. Et elle rentre chez elle et son bébé est là, sa petite fille qui a même pas 1 an, et elle la prend contre elle et le sang est transféré de la joue de la mère à la joue de la fille. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Parce que c'est pas... Et je me disais, j'entendais déjà tous les chroniqueurs de droite dire « Oui, c'est ça, alors il faut faire l'apologie de la violence. » Et c'était pas ça que le film disait. Enfin, la série, elle dit « Mais imaginez la force des femmes. C'est ça, la force des femmes. On pourrait aller là. On n'y va pas. De ne pas y aller, c'est un autre type de force, mais on pourrait aller là. On pourrait vouloir transmettre cette rage-là. Et on y aurait droit. » La militante et journaliste féministe Alice Coffin a dit dans son livre Le génie lesbien que les militantes, en parlant des militantes féministes, ne gagnent jamais. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Mais c'est quoi gagner? Je suis d'accord avec elle. C'est vrai qu'on gagne pas. Mais est-ce que c'est vraiment gagner qu'on veut? Ou est-ce que... Oui, on veut gagner, mais est-ce que... Parfois, je me suis beaucoup intéressée à la question de l'échec. En fait, je l'ai pris à l'envers. Moi, je me suis dit, OK, à quoi nous sert l'échec? Quel est un bon usage de l'échec? Moi, j'aime plutôt être dans cet échec-là, c'est-à-dire ne pas être dans l'idée du progrès, ne pas être dans l'idée du succès tel qu'on l'apprend en tant que personne occidentale dans des pays qui sont des premiers pays, si on veut, ou des pays développés. Si on se débarrassait de cette idée du succès pour essayer de penser la force de l'échec. Et donc, moi, je répondrais à Alice Coffin, mais il y a une force dans l'échec. Moi, j'aime mieux échouer à ce féminisme-là que réussir à un féminisme qui serait le féminisme libéral, qui est un féminisme blanc et qui oublie tout le monde derrière elle. Ça, c'est le succès.
Ça, c'est le succès qu'on a associé au féminisme. C'est le succès des politiciennes qui réussissent à faire carrière et qui, en bout de ligne, bon, ont leur foulard de soie. Et, je veux dire, c'est le féminisme du rang de perle, comme dirait une de mes amies. Moi, j'aime mieux le féminisme de l'échec. C'est vrai. Je pense que c'est celui que défend aussi Virginie Despentes, par exemple. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de fort là-dedans. Martine, est-ce que tu penses qu'il faut pas justement atteindre ce succès parce que si on l'atteint, on va se satisfaire, se reposer sur ses lauriers? Est-ce que tu le vois comme ça? Mais c'est comme ça, oui, tout à fait. Et je pense que c'est un des échecs justement du féminisme libéral, c'est-à-dire que le succès du féminisme libéral, c'est son échec. C'est que ces femmes-là ont réussi, elles ont atteint un certain niveau de pouvoir, une certaine notoriété, et à l'intérieur de cette grâce à ce plafond de verre qu'elles ont réussi à briser, bon, enfin, elles l'ont pas brisé au complet, elles l'ont brisé pour elles. Il y a un échec parce qu'il y a un abandon. Il y a un abandon de la lutte. Dans bien des cas, ces femmes sont du côté des hommes. Elles ont pas le choix d'ailleurs pour gagner. Elles doivent être du côté des hommes à un certain niveau. Et puis elles abandonnent toutes les autres femmes. Donc, c'est peut-être la grande question du féminisme, c'est comment on fait pour gagner en tant que féministe, mais avec les autres, avec toutes les autres, et non pas de manière singulière. Et dans Vampire et Pyromane, tu parles beaucoup du coup de Greta Thunberg. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi à tes yeux et pour notre génération? Mon Dieu, comment je peux dire? Bon, Greta Thunberg, c'est une icône. C'est sûr que c'est une icône. Je pense que ce que j'aime... Il y a plein de choses à dire sur Greta Thunberg, et il y a des livres vraiment intéressants qui ont été écrits sur elle. Ce que j'apprécie chez cette femme-là, c'est sa manière de tracer un chemin et d'y rester, de ne pas en déroger. Donc, d'une part, Greta Thunberg, elle n'est pas seule. Il y a toutes ces autres femmes, jeunes femmes du même âge, militantes, qui œuvrent partout, dont on parle beaucoup moins, parce que c'est elle qui est devenue le visage le plus important. Mais elle ne les oublie pas. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'elle, elle est en lien avec sa communauté, avec les jeunes de son âge qui luttent avec elle. Elle n'est pas dans ce désir d'être une vedette. On a fait d'elle une vedette, on a fait d'elle une icône. Elle aurait pu, si elle avait été quelqu'un de différent, elle aurait pu profiter de cette position-là pour modéliser ses postures politiques, pour cesser de tenir le discours qu'elle continue à tenir, pour devenir quelqu'un d'autre que ce qu'elle est, mais elle demeure. Elle demeure celle qu'elle a toujours été. Et on pourrait me répondre, oui, mais bon, Asperger, oui, mais bon, ceci ou cela. Je m'en fous complètement. C'est ça la force de sa posture, c'est qu'elle ne lâche pas. Et elle est bien entourée. Et elle écrit des textes, elle fait des vidéos. Il y a des gens autour d'elle. Elle fonctionne pas toute seule. Elle n'est pas dans un vide. Mais il y a une précision dans son discours et il y a une insistance. Et j'espère que c'est ce qu'elle représente, qu'il faut pas lâcher. Pour moi, c'est ça qu'elle représente. C'est qu'elle ne lâchera pas. C'est tout. Elle lâchera pas. C'est comme un chien avec un os. Elle ouvre pas la gueule. Elle ne l'ouvrira pas. Tu viens de souligner l'importance de son environnement, justement. Toi, Martine, c'est quoi ton environnement? Ah, c'est quoi mon environnement? Mon Dieu, ben c'est là où on est, là. Ben d'abord, c'est ma fille. Hein, je pense ma fille et toute la culture qu'elle apporte avec elle. Donc, elle avec qui je vis depuis 18 ans et qui m'aura fait grandir. En fait, c'est elle qui m'a fait grandir, beaucoup plus que l'inverse. Elle m'a appris des tas de choses. Il n'y a pas plus humbling. Ce qui nous rend le plus humble, c'est l'enfant, l'humain avec qui on vit, peu importe son âge. Mais quand on vit avec un humain depuis son plus jeune âge, si on veut, il y a quelque chose de très humiliant, mais pas humiliant au sens négatif, au sens où ça nous rend humbles. Et donc, c'est elle, mon environnement. C'est sûr que c'est énorme ce qu'elle apporte, ce qu'elle me fait voir, ce à quoi elle me force, ce qu'elle m'oblige à regarder. Donc, c'est un miroir. Hein, l'autre humain, c'est un miroir. Donc, c'est elle d'abord. Après mon environnement, ben c'est... je sais pas comment dire, c'est le bruit ambiant. C'est ce qui circule dans les médias, c'est ce qu'on lit dans les journaux, c'est ce que mes étudiantes m'apportent comme idée, ce qu'elles me font lire. Je pense que c'est ça mon environnement. Moi, j'ai une vie très solitaire en bout de ligne. Je suis pas quelqu'un de très grégaire.
J'aime pas les foules, j'aime pas les grands groupes, j'aime parler en tête-à-tête, j'aime l'intime, les conversations intimes, j'aime pas le small talk, je déteste les lancements. Tout ce travail qu'il faut faire pour exister socialement, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment pour moi un truc que je dois faire, mais où il y a pas mon âme n'est pas là du tout, là. Donc j'ai une vie assez petite. Je passe mon temps à écrire, à réfléchir, à faire à manger, à faire les choses de la vie. Et c'est ça mon environnement. Et c'est à l'intérieur de ces tâches-là, de cette vie du corps que je réfléchis. Ouais. Je sais pas si ça répond, mais bon, c'est un peu ça qui me vient. Dans cet environnement, tu viens de mentionner la presse, justement. Ça veut dire que t'as un attachement particulier à lire les journaux, les news, à la télévision. Sur la petite télé. J'ai pas la télé, je reçois pas trop les news à la télé, mais je lis les journaux, ouais. Certains matins plus que d'autres. Il y a des périodes aussi où j'en ai vraiment marre, où je les lis très peu. Je trie un peu ce que je lis, mais je pense que j'arrive pas à me... Je suis pas une de celles qui prend le choix, prend la décision, par exemple, de dire, mais je quitte les réseaux sociaux pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois. Pour me débarrasser de ce bruit ambiant. Moi, c'est le contraire. Donc, je peux ne pas y apparaître, je peux ne pas poster de statut, par exemple, mais j'y suis parce que j'écoute ce qui se dit. Et je lis ce qui circule, ce qu'on diffuse. Les réseaux sociaux sont une sorte de passoire. Donc, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui reste dans mes réseaux à moi? Ça m'intéresse. Je veux savoir qu'est-ce que les gens qui font partie de mon réseau sont en train de lire, qu'est-ce qui les préoccupe. Mais bon, je suis pas... j'ai pas de télé. Il y aurait pas chez moi CNN en permanence, par exemple. Ça, je pourrais pas. Je peux pas écrire dans ce bruit-là. Tu veux garder le contrôle du bruit. Il faut que je garde le contrôle du bruit, ouais. Je suis quelqu'un qui ne répond pas au téléphone. Ça, c'est un truc, c'est un peu chiant, mais je réponds rarement au téléphone. Parce que quand je suis chez moi, et surtout si je suis en train d'écrire, mais bon, je suis pas tout le temps en train d'écrire littéralement, je suis en train de lire, je réfléchis, je suis en train de regarder un film parce que, bon, ça rebondit sur un truc que je fais, mais je réponds pas au téléphone. Il y a trop de bruit dans mes oreilles. Il y a un moment où il y a trop de mots. Les mots des autres, c'est trop... il faut que je puisse choisir à quel moment je les laisse entrer. Et je l'explique à des amis proches. Et des moments où je dis, mais là, en ce moment, je vois très peu de gens parce que je suis en train d'écrire. Ça veut dire que tous les deux, on est très chanceux parce que j'ai eu la chance de t'avoir au téléphone, du coup. Oui, quand j'ai répondu. Oui, et en fait, je pensais ça, c'est que j'ai pas reconnu le numéro, puis j'ai dit, bon, non, je réponds pas. Et après, tu m'as écrit. Et puis exactement. Ouais. Mais oui, je sais, c'est arrivé. Mais c'est vrai que, bon, vous n'êtes pas chanceux parce que c'est pas un privilège de venir chez moi, mais je laisse pas rentrer beaucoup de gens chez moi, c'est vrai. Les gens, la vie de ma fille, oui, mais dans ma vie à moi, c'est quand même assez... je suis quelqu'un de très privé, ouais, c'est mon espace à moi. Et du coup, en parlant de nouvelles, je ne sais pas si tu as un peu prêté attention à ce qui se passait en France au niveau de l'écriture inclusive. Il y a eu beaucoup de mouvements récemment. Et je me demandais, en tant que professeure en littérature et autrice, quelle est ton opinion par rapport à l'écriture inclusive? Parce que c'est toujours un grand sujet. Ben oui. Ben, je suis pour, hein. Je suis pour. Mais bon, pas juste en tant que professeure de littérature. Je pense même en tant que Québécoise, il y a... Moi, j'ai pas peur qu'on perde la langue. J'ai pas l'impression que la langue est une matière figée. C'est pas une matière qu'il faut protéger. Je pense que c'est une matière vivante, c'est mobile, c'est souple, ça bouge avec le temps et ça doit changer. Ça va changer, ça change. Ça sert à rien d'essayer de retenir la langue. Et la langue est plus forte que nous. Donc, tous ces débats sur l'écriture inclusive qu'on a ici aussi, hein, il y a plein de gens qui... non seulement ont gueulé contre la féminisation des titres de profession et tout, mais qui là, en plus, on touche aux pronoms. Enfin, quelle horreur, peut-on toucher aux pronoms? Le point médian, enfin bon, tout ça. Moi, je trouve ça fabuleux. Je trouve que c'est extrêmement important. C'est une manière de... C'est faire exister tous les corps à l'intérieur d'une même langue. Donc ça, c'est majeur. Que ça proteste, que l'Académie française soit pas contente, que bon... Je m'en tape complètement. Mais complètement. Et il y a un truc, quand on est... Enfin, moi, en tant que mère, il y a un moment où je me disais, de toute façon, elle va gagner. L'enfant allait me tirer vers quelque chose d'autre. Je pouvais dire non, elle allait nécessairement me tirer parce qu'elle était forte, parce qu'elle avait des idées, bon.
Et je pense que je vais le dire comme ça, je vais caricaturer, les vieux ne vont pas gagner. Les vieux poussiéreux ne vont pas l'emporter. Parce que vous êtes plus forts. Vous allez nous tirer, et je me dis nous, mais bon, vous allez nous tirer là où on n'a pas envie d'aller, même si on n'a pas envie d'y aller. Vous allez gagner. Moi, je suis convaincue de ça. Donc, quand les vieux poussiéreux protestent, je dis, protestez. Mais ça ne changera rien. Ta fille t'a forcé à passer à la 5G, ça veut dire? Ouais. Ouais, c'est ça. Mais elle m'a pas forcée parce que moi, je suis avec elle. Enfin, j'ai jamais protesté. J'ai jamais eu l'impression d'être devant une génération qui n'était pas la mienne. Je pense que je suis de mon temps. Je pense qu'il faut être de ce temps-là. Il y a pas de c'était mieux avant. Ça n'existe pas avant. Il n'y a pas de « c'était mieux quand j'étais petite ». Je trouve ça ridicule, mais vraiment ridicule, quand j'entends des personnes plus âgées dire « oui, mais dans mon temps ». Mais ton temps, c'est maintenant, c'est pas avant. Et notre temps, c'est celui dans lequel on va toujours être. C'est notre rôle comme adulte de rester dans le temps actuel, vraiment. Je pense que si on le fait pas, on rate le coche. Vraiment, on rate le train. Et du coup, à la rentrée, tu vas être dans le coche avec la sortie de cet ouvrage. Ben, espérons, ouais, que cet ouvrage va résonner, j'espère. Donc, tu nous as parlé de ton lien avec les États-Unis. Oui. Est-ce que, dans ta bibliographie passée, ça a été traduit, ça a été exporté? Ben, il y a des titres qui ont été traduits. Bon, après... La résonance est différente. La résonance est très, ouais. Il y a quelque chose de... Je maîtrise pas non plus tout à fait, mais le bassin littéraire de langue anglaise est énorme. C'est énorme. Et donc, pour y exister, je pense qu'il faut bien un grand coup de chance, où il faut y aller, comme j'ai fait en français d'ailleurs. Ça prend du temps. On creuse un sillon, on produit une œuvre. Mon éditrice a dit tout le temps, il faut rester concentré. On n'existe pas tout d'un coup. Quand le Boys Club est sorti et que je faisais des tournées dans les librairies, tous mes livres étaient sur les étalages. Enfin, on mettait un truc, puis on y avait tous mes livres. Et il y a un jour, une dame qui m'a dit, vous avez écrit tout ça? J'ai dit, ben oui. Elle dit, mais je pensais que c'était votre premier livre. J'ai dit, ben non. Ça fait longtemps là, que j'écris et que je publie. Mais les gens ne me connaissent pas. Ou les gens qui me connaissaient, c'était un petit milieu. Et c'est long. Et c'est même pas exister, c'est juste, on est lu par qui? Hein, le Boys Club a été plus lu que tous mes autres livres, c'est sûr, mais parce que j'ai eu la chance d'être invitée sur un plateau de télé où il y avait une grande écoute. On mesure pas l'impact que ça a. C'est énorme. Sur cette émission-là, tout le monde en parle, a permis à mon livre d'exister pour le grand public. Est-ce qu'il aurait existé par ailleurs? On a beau faire tout. Moi, je dis non à très peu de choses. Hein, et depuis beaucoup d'années, je dis oui à presque tout. Donc, je suis prête à rencontrer des groupes communautaires, des étudiants à les cégeps, des gens qui font des entrevues avec des écrivains, mais qui sont pas connus nécessairement. Enfin, peu importe. Je dis oui parce que je pense qu'il faut diffuser la parole, il faut que les livres existent, il faut que moi, j'existe comme écrivaine. Mais ça, malgré tous ces efforts-là... Qu'est-ce que c'est exister au Québec? Hein, il n'y a pas tant de lecteurs. Enfin bon. Mais on sent que tu as ce besoin de toujours d'être en crise, c'est ça? D'être en crise permanente pour mieux se trouver et mieux... Parce que c'est ça, tu disais que je disais ça parce que tu mentionnais le fait que ça prenait du temps. Et beaucoup de temps pour réfléchir, pour se remettre en question, d'où les crises. Ah ouais, mais donc toi tu dis crise, mais je sais pas si c'est crise. Est-ce que c'est crise? J'aime bien ce mot. Ouais, t'aimes ce mot, hein. Mais moi je trouve que c'est un mot intéressant parce qu'on parle beaucoup des crises depuis un certain temps, mais est-ce que dans mon cas il s'agit de crise? Moi je dirais plutôt il y a des nœuds. Moi je me retrouve devant des nœuds. Il y a des nœuds, il y a des trucs qui sont compliqués, que j'essaye de comprendre ou que j'essaye de m'expliquer. Est-ce que c'est une crise intérieure? Peut-être que dans certains cas, c'est une crise intérieure, mais je le vis pas nécessairement comme une crise. Je le vis comme quand on a les pieds dans la boue. Tu sais, c'est plus ça, comme quelque chose qui colle, puis comment on fait pour le faire décoller? Comment je fais pour me débarrasser d'un truc ou pour comprendre, mettre des mots sur quelque chose qui jusque-là était indicible? Pour moi, c'est ça l'écriture.
C'est tellement Louise et moi, c'était vraiment comment je fais pour parler de la violence sexuelle, comment on fait pour en parler. C'était ça la question. Et j'ai essayé jusqu'à ce que le film me donne une possibilité, hein, me donne une sorte de raison de le faire, ou un moyen de le faire, mais ça me donnait aussi la permission de ne pas le faire complètement, de le faire à ma manière, de refuser aussi une certaine parole. Mais est-ce que j'étais en crise pour autant? Ouais. Je pense pas. S'il y a eu une crise, c'est au moment où écrire devient difficile. Là, je suis en crise, mais c'est pas la crise qui donne... Moi, je peux dire non, c'est pas la crise qui est la raison de l'écriture, c'est l'écriture elle-même qui est le lieu de la crise. C'est le moment où, par exemple, tu dis, tu remercies quelqu'un, j'ai oublié le nom, parce que tu voulais brûler les pages. Exact, c'est ça. La crise est à ce moment-là. Oui. C'est pas, donc, elle n'est pas avant. Je savais de quoi je voulais parler, mais c'est le moment où je suis dans l'écriture et j'ai suffisamment de pages pour me dire, OK, je pense que j'ai peut-être un livre ou un début de livre ou en tout cas quelque chose qui va devenir un livre et que c'est tellement fragile, j'ai tellement peur parce que je vois pas tout, je comprends pas ce qui se passe. On est un peu dans une avancée à l'aveugle quand on écrit. On comprend pas ce qu'on met sur la page nécessairement et que dans ce cas-là, il y a vraiment quelqu'un qui m'a dit, mais non, tu dois continuer. Tu peux pas acheter ce livre-là parce que je me disais, c'est terminé, je l'abandonne. Je suis pas capable. Et bon, en plus, lui, il me dit, c'est comme ça à chaque fois pour chaque livre. Bon, moi, j'oublie, hein, mais j'ai vraiment l'impression que pour ce livre-là, c'était encore plus difficile parce que la forme est singulière, parce que ça me semblait périlleux de travailler comme ça. Mais oui, la crise, elle est dans l'écriture elle-même, dans le rapport au livre. C'est ça, donc ton mari, à chaque fois, il dit que tu répètes tout le temps la même chose, mais du coup, est-ce que avant d'entamer un nouveau processus créatif, est-ce que tu relis ce que tu as déjà fait? Est-ce que tu repars de zéro? Relire mes vieux livres? Exactement. Non, jamais. Jamais? Non. Ok. Non, jamais. Ça te met en insécurité ou c'est juste que tu... Non, c'est qu'ils sont finis, c'est terminé. Ouais, mais j'ai un drôle de rapport à mes livres. Moi, je les oublie. Donc, quand je les relis comme si quelqu'un d'autre les avait écrits. J'ai vraiment pas... j'ai un souvenir vague du moment où j'ai écrit, mais vraiment très vague. Donc, j'oublie même l'état de crise dans lequel j'étais quand j'écrivais. Une chance, parce que sinon, je pense que je m'arrêterais. Et puis, j'oublie les phrases elles-mêmes. Quand je recommence à lire, si je reprends Thelma, Louise et moi et que je le lis, j'entends la musique dans mon oreille. Donc, je me souviens des phrases. Je reconnais que c'est moi qui les ai écrites et je les aime, ces phrases, parce qu'il y a comme un truc que j'ai mis là-dedans. Mais à froid, je pourrais pas dire ce qu'il y a dans le livre parce que j'ai oublié. Donc, jamais je relis mes anciens livres, non. Et je pense qu'à chaque fois, à chaque livre, c'est le premier. Ouais. Et tu parlais d'exister. Est-ce que c'est difficile d'exister aujourd'hui en tant qu'écrivaine féministe au Québec? Bonne question. Je sais pas comment répondre à ça. Je pense qu'exister, c'est difficile. Exister comme écrivaine, c'est difficile. Exister comme féministe, c'est difficile. Dans tous les cas, tous les cas, c'est difficile, ouais. Mais dans tous les cas, on y arrive. C'est vrai. Hein? Donc, oui, on existe. Et puis, j'arrive à exister comme écrivaine et j'arrive à exister comme écrivaine féministe. Est-ce que c'est difficile parce que, je reçois mon lot de propos haineux et tout? Oui. Mais est-ce que c'est pour autant plus difficile? Non. Enfin, ça fait partie du truc. On prend pas position comme féministe sur la place publique sans savoir que ça va arriver. Donc, je m'y attends. Est-ce que c'est agréable? Non. Est-ce que parfois ça dépasse les bornes et ça fait peur? Oui. Est-ce que ça m'envahit? Oui. Mais est-ce que pour autant ça m'empêche d'écrire? Non. Donc, ça va. Donc, j'y arrive. Et je suis très curieux aussi au niveau de la direction artistique de Pompière et Pyromane, au niveau de la couverture. Est-ce que tu vas reprendre des couleurs un peu rouges comme Thelma, Louise et moi? Ah, mais ça, c'est héliotrope. Et oui. C'est une autre édition, c'était pas... Ça va être en format comme ça. Ok. Et donc, c'est les éditions héliotrope qui... Moi, j'ai c'est les éditions et Antoine Fortin qui est le photographe et le directeur artistique pour le contenu visuel. Donc, c'est lui qui a choisi la photo, enfin, qui a fait des propositions. Et donc, oui, c'est dans des teintes de feu, ouais. Mais je pourrais la montrer sur mon ordinateur. Oh, ouais. Ok, oui. On ira voir. Ok. Merci beaucoup, Martine Delvaux, pour ce moment. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci à vous deux.